coopération économique entre le Mali et l'Italie à travers le projet Emploi productif pour les femmes et les jeunes, un projet financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par le Bureau pays de l'OIT. Des opérateurs économiques italiens sont venus s'inspirer de l'expérience malienne en matière d'exportation de la mangue. La charte des partis politiques en discussion. Les principaux concernés font des propositions. Plusieurs partis se sont mis d'accord sur un document qui aborde les conditions de création des partis et la transhumance politique, entre autres. Et suite de notre série de dossiers consacrés au 8 mars, gros plan aujourd'hui sur deux de nos collègues directrices des stations régionales de Caille et Ségou. Kansutu Kanouté et Ramata Konaté sont des Amazones des ondes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Et Mahamadou Koné est ici pour nous livrer le contenu du communiqué. Bonsoir Mahamadou. Bonsoir Mariam, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la direction des écoles militaires. La direction des écoles militaires a été créée par la loi numéro 08-030 du 11 août 2008 avec pour mission de mettre en œuvre la politique de formation au sein des forces armées. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le décret numéro 08-644 PRM du 16 octobre 2008. L'application de ces textes a révélé des insuffisances liées à l'évolution des défis sécuritaires et aux différentes réformes enclenchées au sein des forces armées. Les projets de texte adoptés corrigent ces insuffisances à travers, entre autres, l'organisation de la direction en organe de commandement, un régiment spécial d'instruction des armées et services ainsi qu'en des structures rattachées. La scission de la sous-direction administration du personnel et finances en sous-direction des ressources humaines et en services administratifs et financiers. La création d'un comité pédagogique chargé d'évaluer et de vérifier la conformité des programmes d'enseignement. 2. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère des Transports et des Infrastructures. La parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 188 du cercle de Mopti, sise à Mopti, commune urbaine de Mopti, d'une superficie de 32 hectares, 51 centiares, est affectée au ministère des Transports et des Infrastructures pour abriter les bureaux de la direction régionale des routes de Mopti. 3. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national. La loi numéro 10-028 du 12 juillet 2010 détermine les principes fondamentaux relatifs à la gestion des ressources du domaine forestier national et définit les conditions de conservation, de protection, d'exploitation, de transport, de commercialisation, de mise en valeur et d'utilisation des ressources forestières. Après plus d'une décennie, l'application de cette loi a révélé des insuffisances dans la gestion des ressources du domaine forestier national et des différents écosystèmes. Il faut aussi noter l'existence d'une forme de criminalité environnementale caractérisée, entre autres par une exploitation illégale de substances minérales à l'aide d'engins lourds, un déboisement intensif, une érosion de la biodiversité et d'une destruction des habitats naturels de plusieurs espèces animales et végétales.
Le projet d'ordonnance adopté corrige les insuffisances de la loi du 12 juillet 2010 et améliore la gestion des ressources du domaine forestier national et des écosystèmes à travers, entre autres, la redéfinition de la forêt, le renforcement du pouvoir des agents des eaux et forêts en matière de recherche et de constatation d'infractions, l'allègement de la procédure de confiscation des produits forestiers, des matériels, des équipements et engins lourds ayant servi à commettre des infractions forestières, la suppression de la transaction, la répression de toute recherche ou exploitation minière sans autorisation dans une forêt classée ou dans le domaine protégé de l'État. B. Un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 2021-032 du 24 mai 2021 relative aux pollutions et nuisances. La loi numéro 2021-032 du 24 mai 2021 fixe les principes fondamentaux du contrôle des pollutions et des nuisances, permettant de garantir la protection de l'environnement et de sanctionner toutes les infractions liées aux pollutions et aux nuisances. L'application de cette loi a révélé certaines insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet d'ordonnance adopté corrige ces insuffisances à travers les innovations ci-après. La possibilité pour le ministre chargé de l'Environnement de dénoncer les infractions à la loi relatives aux pollutions et aux nuisances ou de porter plainte contre les auteurs et complices de ces infractions devant le procureur de la République territorialement compétent et de se constituer partie civile pour demander la réparation du préjudice subi au nom de l'État. Le renforcement du pouvoir des agents de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances en matière de recherche et de constatation d'infractions. La suppression de la transaction, le renforcement des sanctions administratives. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres des conclusions des travaux de la commission chargée du suivi-évaluation des recommandations du Symposium national sur le football. Le département en charge des sports a organisé un symposium national du 5 au 7 mars 2024 à Bamako. À l'issue des travaux du dit symposium, les participants ont formulé des recommandations visant à améliorer la gestion et le développement du football. Ces recommandations ont été classées selon leur niveau d'exécution, permettant l'identification des axes nécessitant une attention particulière. L'état de mise en œuvre des recommandations se présente comme suit. Recommandations entièrement exécutées, 22,85%. Recommandations en cours d'exécution, 50%. Recommandations non exécutées, 27,15%. 2. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de l'incendie survenu à l'usine de la compagnie malienne pour le développement des textiles à Bamako. Dans la nuit du 8 au 9 mars 2025, s'est produit un incendie dans la cour de l'usine de la compagnie malienne pour le développement des textiles de Bamako, sise à la zone industrielle, sur une pile de balles de fibres de coton. Le bilan provisoire fait état de 1026 balles d'une valeur de 250 millions de francs CFA incendiés. Une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture s'est rendue sur le site pour faire l'état des lieux. À la fin de la visite, des recommandations ont été formulées, à savoir la délimitation de la parcelle abritant l'usine et le déguerpissement des occupants illégaux autour de l'usine. La reconstruction du mur de clôture de l'usine conformément aux normes de sécurité. La mise en place d'une bouche d'incendie, le renforcement du système de sécurité. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict
des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Voilà, Mariam, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci, Mohamedou Koné. Du 4 au 6 mars dernier, 2 opérateurs économiques italiens évoluant dans les domaines de fruits et légumes ont effectué une visite dans notre pays. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet emploi productif pour les femmes et les jeunes au Mali à travers le développement des systèmes de marché. Elle est mise en œuvre par le bureau pays de l'OIT et entièrement financée par l'agence italienne pour la coopération au développement. Sokona Kamisoko et Yakuba Kone étaient de la visite. La première étape de cette visite a concerné le verger de mangue de Sidi Diarra à Ouadougou Sikoro dans la commune rurale de Kambila. Ce verger de 12 hectares est constitué de plusieurs variétés de mangue. Après l'accueil et quelques pas dans le verger, place aux échanges, les normes de qualité, les exigences du marché italien, la possibilité de collaboration commerciale et les préoccupations des agriculteurs, tels sont entre autres les sujets évoqués au cours de cette visite. On ne peut que saluer cette initiative de l'Organisation internationale du travail OIT. Avec ces partenariats qui pointent à l'horizon, ça va vraiment nous aider à être plus productifs et accroître nos productions. Parmi nos préoccupations figure en bonne place le manque d'eau. Cette initiative a salué, et nous saluons l'OIT et tous les partenaires qui sont là pour aider notre population à s'en sortir. Même exercice à Dara dans la commune de Muntugula. Le verger visité ici a été celui de Draman Doumbia, avec une superficie de 7 hectares. Le Mali, c'est un pays qui produit beaucoup de mangue par rapport aux autres pays africains, mais malheureusement, on n'exporte pas beaucoup de mangue à l'extérieur. Après les producteurs, la délégation a eu droit à une rencontre B2B avec les exportateurs et les responsables de la filière mangue du Mali. Objectif, comprendre l'organisation de la filière afin de tisser un partenariat solide. L'initiative elle est bonne parce que l'Italie pratiquement est un pays qui a une plateforme pour recevoir les produits, surtout la mangue. Donc c'est une bonne initiative qui va permettre à la mangue bénienne d'être mieux vendue dans le sud de l'Europe. Enfin, la délégation a eu droit à une visite guidée du centre de conditionnement de Manga, Plaza de Falajé, en commune 6 du district de Bamako. À notre passage, le centre n'avait pas encore entamé ses activités pour la campagne 2025. Et transition trouvée, 270 millions de francs CFA, c'est le coût des équipements des périmètres maraîchers et la réalisation des unités de transformation des zones d'intervention du projet 2. Cet appui du programme Jeunesse et Stabilisation PROJES s'inscrit dans la phase 2 du dit programme. La remise des matériels et intrants agricoles a eu lieu dans le cercle de Kadjana, région de Bougouni. Abdul Karim Konaté et Djibril Bakayoko. Des tricycles, des intrants agricoles et des matériels de maraîchage, c'est l'appui du programme Jeunesse et Stabilisation PROJES deuxième phase en faveur de sa zone d'intervention. L'initiative vise à favoriser l'accès des jeunes et des femmes à de nouvelles opportunités d'insertion professionnelle. Le PROJES, après avoir réalisé des périmètres dans 10 villages des communes de Kadiana, Kenya et Duradougou-Kafo, il a aussi accompagné les bénéficiaires à travers le centre d'appui au PME et PMI CADP. Cet appui du projet va sans nul doute favoriser les conditions de travail des bénéficiaires, améliorer la production maraîchère, mais aussi et surtout créer des activités génératrices de revenus au profit de la population des régions de Bougouni, Koutiala et Sigasso. Grâce au projet, les villages bénéficiaires de cet appui vont travailler en étroite collaboration pour créer des opportunités d'emploi dans les cercles de Kadjana. Nous remercions infiniment le projet. La donation de ces périmètres maraîchers et le renforcement des capacités des membres des coopératives bénéficiaires contribueront à coup sûr à créer des emplois et réduire le chômage des jeunes et adultes
dans les communes. Rappelons que l'objectif général du projet SD est de favoriser la stabilisation des zones fragilisées du Mali et le renforcement du contrat social par une amélioration de l'offre de services socio-économiques de base, le soutien à la cohésion sociale et à la médiation entre communautés et autorités, la création des revenus et d'emplois au bénéfice des couches sociales fragilisées. Le gouverneur de la région de Ménaka a rencontré la société civile sur les préoccupations au niveau de la région. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire, le cas des réfugiés. Mohamed Lamine Maïga nous en dit plus. Les chefs du village et de fraction et leurs conseillers, les responsables administratifs, entre autres, s'engagent à faire de la région un havre de paix. Quant à la paix, ça va venir. La puissance de nos forces armées, ça se constate. Les réunions intercommunautaires, les réconciliations entre les communautés, ça se constate. Ça veut dire que nous allons vers la paix. Ce que nous souhaitons, c'est que Dieu vous aide, oriente plus nos autorités à vraiment cerner les vrais problèmes que le Mali a, de trouver les solutions idoines. Tous les acteurs ont montré leur disponibilité à accompagner le gouverneur de la région de Ménaka dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Les magistrats militaires, les experts judiciaires et officiers de police judiciaire ont participé à une formation du 19 au 21 février sur le droit des conflits armés. Une formation organisée par la Direction générale de la justice militaire en consortium avec l'ambassade des États-Unis. Cette formation est le fruit de la conférence sur les droits militaires. Le point avec Adam Maïga. Ils sont magistrats militaires, experts judiciaires et officiers de police judiciaire à prendre part à 3 jours de formation sur le droit des conflits armés. Cette formation est le point de rempart contre la violation des droits de l'homme, un élément clé dans la stabilité et la réconciliation nationale. Le droit des conflits armés est une composante essentielle de la réglementation des opérations militaires. Il vise à préserver la dignité humaine et à limiter les effets des hostilités en protégeant les civils, les blessés, les prisonniers de guerre et les biens essentiels à la survie des populations. L'application du droit des conflits armés est plus que jamais un enjeu crucial. Un enjeu crucial face à laquelle les gouvernements maliens et américains ont initié cette formation afin de sauver des vies au Mali et de répondre aux normes militaires internationales sur le plan judiciaire. Il est plus que jamais crucial d'intégrer les principes du droit des conflits armés dans notre pratique militaire et judiciaire. Je tiens à exprimer au nom du gouvernement du Mali notre gratitude envers l'ambassade des États-Unis d'Amérique, AFRICOM et DILS pour leur précieux soutien. Un témoignage du leadership de la direction de la justice militaire se projeter dans le futur en s'engageant avec les États-Unis pour aborder des sujets qui ne sont pas aisés, mais qui sont d'une importance capitale, qu'il faut étudier, échanger, afin de pouvoir mieux comprendre. Cette formation est le fruit de la conférence sur les droits militaires tenue en Zambie en 2024. Coup de projecteur ce soir sur 2 Amazones des ondes. Il s'agit de nos collègues Kansutu Kanouté et Ramata Kounate, respectivement directrices ORTM CAI et Ségou. Les 2 directrices régionales ont engagé les meilleurs résultats l'année dernière. C'est une signature de Cheikh Oumar Sangaré avec le concours des stations régionales ORTM CAI et Ségou. Le métier de journaliste, je peux dire qu'il est inné à moi, c'est un don. Je peux dire que je me suis retrouvée dans le métier du journalisme par le hasard des faits. Qu'il soit inné ou fruit d'un pur hasard, le journalisme est la passion que nos 2 Amazones des ondes ont en commun. La première, l'aînée, est native de CAI où elle sert comme chef de la station régionale ORTM. Elle s'appelle Kansutu Kanouté, Kassongué de souche, qui obtient son baccalauréat en 1993 au lycée moderne de San Pedro en Côte d'Ivoire avant de décrocher en 1997 son brevet de technicien supérieur en communication à l'école normale supérieure, toujours à San Pedro.
Kansutu intègre l'ORTM en 2002 et décroche en 2016 une licence professionnelle en journalisme communication à l'ISPRIC CAI. La deuxième et non moins cadette est la première directrice des stations régionales à l'ORTM. La Malinké, Ramata Konaté, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, obtient son baccalauréat au lycée Ba Aminata Diallo, ex-lycée des jeunes filles, en 1998. Suivra un brillant parcours universitaire, diplôme d'études universitaires générales DEUG, licence, puis maîtrise en sociologie obtenue en 2004 à la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines Flash de Bamako. Ramata fut recrutée à l'ORTM en 2011 et elle poursuivra son cursus universitaire pour obtenir un master en journalisme, option radio à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest UKO à Bamako en 2016. S'appuyant sur son assiduité, elle arrive à concilier activité professionnelle et vie de foyer. C'est facile de concilier les deux si la famille te soutient. Et vraiment, c'est le lieu de remercier la famille parce que le soutien n'a jamais fait défaut. C'est pas facile souvent parce que nous, on a un programme pas fixe. Quand je me réveille le matin, je prends mon petit déjeuner, je suis partie et je retourne à la maison le soir. Souvent, quand j'arrive à la maison, je trouve que presque tout le monde est endormi. Vous voyez, c'est pas facile. Et même les week-ends. Nos deux dames se sont succédées à la section programmes et informations de la chaîne 2. Ramata, la première à occuper ce poste, a aussi animé avec brio et ce, durant 2 ans, la chronique santé dans le journal télévisé avant de poser ses valises à Ségou comme directrice régionale en 2018. Après la chaîne 2, Kansutu est passée par Koulikoro comme directrice régionale, puis Kai en 2021. Elles sont toutes des voix d'or polyvalentes. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission préférée, La Belle Époque. Nous faisons l'animation, nous présentons le journal et nous faisons des magazines, nous faisons des dossiers. C'est d'ailleurs un des atouts de la station ORTM Ségou parce que tu vas trouver un animateur qui anime les émissions et il fait aussi des reportages et il y a aussi des techniciens qui savent animer. Ramata Konaté, c'est un calme olympien et une grande assurance. Quant à Kansutu Kanouté, elle est active et éloquente. Elles sont à la fois armées de courage et de sagesse. La vie même, elle était si faite. Tantôt tout va bien, tantôt tout va mal. Il faut se mettre en tête tout simplement que ça n'arrive pas qu'à toi seul. Pas de difficultés majeures. Le travail, ça se passe bien dans l'ensemble, avec le concours de tout un chacun. Justement, l'esprit d'équipe est le cheval de bataille de la Nyeleni de Ségou. C'est pourquoi ses collaborateurs la qualifient d'exemplaire. Ramata Konaté, en tant que directrice et collaboratrice, est un exemple. Je dirais un exemple par sa rigueur dans le travail, par sa précision dans ce qu'elle fait, par son esprit, par sa volonté de rassembler les travailleurs. Idem dans la cité des rails où le personnel apprécie à juste titre la sociabilité de la Diriyanké de Kai. Quand elle est arrivée ici à la radio régionale de Kai, la première des choses qu'elle a eu à faire, c'est de rassembler les gens. Ça, c'est très important. À tel enseigne que de son arrivée jusqu'à maintenant, nous mangeons tous les jours à 14h, 15h ici ensemble. En 2024, sous le leadership de nos braves dames, les stations régionales de Kai et Ségou sont arrivées en tête en termes de rendement et elles ont été félicitées par la hiérarchie à travers une lettre dans laquelle le directeur général écrit, je cite, « C'est avec intérêt que j'ai constaté que vous avez atteint et même dépassé les objectifs de recettes qui vous ont été assignés au cours de l'année 2024. » Fin de citation. Ces deux dames, j'ai nommé Ramata Konaté et Kansutu Kanouté, à Kai, se sont avérées être de véritables locomotives pour les stations régionales en termes de recettes. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de faire en sorte que les exemples prônés par ces dames-là soient notés, soulignés par l'ensemble des travailleurs de l'ORTM. Et en guise de reconnaissance, nous allons organiser une cérémonie pour saluer ces dames-là. Je pense qu'elles le méritent.
coaching gagnant dans un service public dont le personnel féminin constitue 28% de l'effectif total et dont le directeur général n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Je profite vraiment de l'occasion pour dire qu'à l'ORTM, les dames sont vraiment braves. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on a l'occasion de les mettre en avant, en tout cas personnellement, je le fais. Aujourd'hui, nous avons nommé des dames à des postes de responsabilité. Je n'ai pas été dessus. Alors, ici à Bozola, les femmes sont chuchotées comme pour rejoindre Massa Magan Diabaté qui dit, je cite, « Quand la femme pleure, c'est comme si le soleil se voilait la face. » Fin de citation. Merci Cheikh Oumar et chapeau bas à nos Amazones des Andes et à toutes les femmes. Politique, le forum des partis politiques et l'initiative des partis politiques pour la charte s'engagent à consolider la charte des partis politiques. Un document consensuel vient d'être signé et rendu public à Bamako. Le document propose entre autres la révision des conditions de création des partis politiques, la réglementation de la transhumance politique, de même que l'attachement au pluralisme politique. Batraoré. Le document consensuel sur la charte des partis politiques est un condensé des contributions en vue de consolider la charte des partis politiques. Il est initié par le Forum des partis et mouvements politiques FPMP et l'initiative des partis politiques pour la charte IPAC. Les deux groupements entendent ainsi œuvrer à l'adaptation de la charte à la nouvelle constitution du Mali. Nous avons travaillé dans le sens d'une fusion totale des propositions formulées par l'IPAC et par le Forum. À aucun moment, il ne s'est agi de savoir d'où venait telle ou telle proposition, mais de prendre la proposition la plus conforme aux intérêts de nos compatriotes maliens, aux intérêts du peuple malien et aux intérêts des partis politiques du Mali sans aucun esprit corporatiste. Cette contribution est signée et rendue publique à travers une déclaration qui engage le FPMP et l'IPAC. Nous, présidentes et présidents des partis politiques du Mali, engagés au sein du Forum des partis et mouvements politiques, FPMP, et de l'initiative des partis politiques sur la charte IPAC, proclamons notre attachement au multipartisme intégral comme étant une conquête de haute lutte du peuple malien et un droit inaliénable à préserver en toutes circonstances. Œuvrons à l'actualisation, à la modernisation et à la réglementation stricte des conditions de création des partis politiques et à la réduction du nombre des partis par des mesures incitatives. Condamnons le nomadisme politique en cours de mandat et appelons à veiller au strict respect de toutes les règles éthiques en matière d'alliance des partis politiques en période électorale et de redevabilité des élus en cours de mandat. Affirmons l'impérieuse nécessité du maintien de la subvention accordée aux partis politiques en actualisant les conditions d'éligibilité à cette subvention. Ce document consensuel fera l'objet d'une large diffusion et sera transmis aux autorités de la transition selon les leaders des deux groupements. L'Institut géographique du Mali, IGM, examine et valide son plan d'action national sur la gestion intégrée de l'information géospatiale au Mali. C'est à la faveur d'un atelier organisé par le ministère des Transports et des Infrastructures du Mali avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Soumaou Aïdara, compte rendu. Avec la nouvelle donne dans le monde marquée souvent par les crises climatiques, l'enjeu pour l'Institut géographique du Mali, IGM, est de bâtir un système d'information géographique performant, accessible au service du développement du Mali. Voilà pourquoi les différents responsables et les administrateurs sont autour de la table pour valider son plan d'action. Ce nouveau plan va apporter une meilleure gestion des données géospatiales. L'information géographique spatiale ou géospatiale constitue un précieux outil d'aide à la prise de décision pour la mise en œuvre des programmes et projets nationaux de développement dans les domaines économiques,
sociales, environnementales, culturelles et sécuritaires. Parmi les innovations du nouveau plan d'action, c'est la prise en compte du concept de cadre intégré de gestion de l'information géospatiale. Les résultats attendus des assises permettront de promouvoir en priorité la synergie d'action des acteurs de l'information géographique, de dynamiser les cadres de concertation existants et de disposer d'un plan d'action cohérent, prenant en compte les préoccupations prioritaires de notre pays dans le domaine de l'exploitation de l'information géospatiale appropriée et disponible. Il reste maintenant à traduire les engagements en actions concrètes pour que la gestion des données géospatiales ne soit plus un défi, mais un véritable atout pour le développement du Mali. Ce communiqué parvenu à notre rédaction, la Direction générale des douanes informe l'opinion publique qu'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux prétendant dénoncer une exportation illégale de mil du Mali vers un pays voisin est totalement fausse, fallacieuse et malveillante. En effet, après vérification, il s'est avéré que le camion filmé venait de l'extérieur et se dirigeait vers le Mali et non l'inverse. Le changement était du son de blé et non du mil. Le véhicule portait une immatriculation étrangère et a été pris en charge par les douanes de Kadjana le 27 février 2025 sous déclaration de transit TR8 M717. Un appurement de l'acquis ivoirien E1052 du 25 février 2025. Cette vidéo était donc ni plus ni moins une tentative de manipulation avec des plaques d'immatriculation volontairement masquées et un message destiné à s'aimer la confusion. La Direction générale des douanes appelle la population à ne pas relayer de fausses informations et à se fier uniquement aux sources officielles. Les rencontres de rupture collective et d'échange Sunkalo Solidarité se poursuivent. Pour la troisième étape, le ministre en charge de la jeunesse est allé à l'écoute des populations de la commune 5. Avec elle, il a rompu le jeûne, participé à la prière collective et échangé sur plusieurs sujets de préoccupation des jeunes. Mohamed Nama Keïta et Tayeb Adjaouyakoui. En rupture collective de jeunes de l'initiative Sunkalo Solidarité du chef de l'État général d'armée Assimi Goïta, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba a été favorablement accueilli ce mardi à Daoudabougou par la population de la commune 5. Les forces vives de cette commune et des responsables du CNJ se sont mobilisés pour ce rendez-vous du donner et du recevoir. Nous avons parlé également de la citoyenneté, des questions malheureusement liées aussi à la drogue qui est en train de faire beaucoup de ravages auprès de la jeunesse. Et les efforts qui ont été mis en place grâce aux instructions du président de la transition avec la commission nationale et tous les acteurs qui se sont mis autour. Nous avons échangé également sur les questions du rôle même de la jeunesse, de l'unité de la jeunesse et du travail qu'il faut faire aujourd'hui avec les différents bureaux des conseils communaux, régionaux et du bureau national de la jeunesse et les initiatives qui sont en cours et qui vont certainement aider davantage dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse. Ici, l'assistance a eu un grand intérêt pour cette initiative présidentielle. La lutte contre la consommation de drogue. Aujourd'hui, c'est un fléau où tout le monde doit se donner la main pour pouvoir peut-être bannir ça de notre société. Cet espace de dialogue franc et sincère aura permis à la population de la commune 5 de ressentir la solidarité des plus hautes autorités et par ricochet consolider davantage les relations de confiance, gage d'une collaboration plus fructueuse. Dans la même veine, à Koulikoro, le gouverneur de région, colonel Lamine Kapouri Sanogo, a effectué le jeudi 6 mars une visite dans quelques boutiques de la place. Objectif, s'assurer de l'état d'approvisionnement du marché des produits de grande consommation pendant ce mois béni de Ramadan. Le marché de Nara est également bien approvisionné en denrées alimentaires et les prix indicateurs sont bien respectés. C'est le constat fait par le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur. Ousmane Koïta et Idrissa Keïta étaient de la visite.
Cette visite avait un cachet particulier. Il s'agit de s'imprégner des réalités sur le terrain concernant l'approvisionnement des marchés de Koulikoro en produits de première nécessité. J'ai pu constater effectivement que les denrées sont disponibles en quantité et même en qualité et que les prix sont abordables, contrairement à l'année dernière. Mais le constat est que par endroits, on a vu que le marché est un peu timide, mais dans d'autres zones, on voit que ça va. Le marché est vraiment accessible et les clients sont là. Une démarche qui témoigne de la volonté et l'engagement des autorités de la transition de soulager la population pendant ces mois bénis du Ramadan. L'État a fait beaucoup d'efforts pour diminuer les taxes pour que les consommateurs puissent avoir les denrées de première nécessité et les prix soient abordables. L'État y met du prix pour que les populations bénéficiaires, les consommateurs finaux puissent avoir les denrées de première nécessité en cette période de Ramadan et de carême pour les chrétiens. Nous allons y veiller et nous allons faire en sorte que le marché soit accessible à tous. Le chef de l'exécutif régional a surtout invité les commerçants au respect des prix fixés par le gouvernement. Mois de Ramadan, moment de grande consommation des denrées de première nécessité, pour s'enquérir de la disponibilité de ces denrées et permettre aux fidèles musulmans de passer ce mois de jeûne dans les bonnes conditions, les autorités régionales de Nara sillonnent les grands magasins. À ce niveau, les commerçants rassurent. Donc c'est suffisant pour le marché est bien approvisionné avec un stock largement suffisant pour couvrir les besoins des populations en denrées de première nécessité comme les riz, l'huile alimentaire et les laits. La période du jeûne est souvent marquée par la flambée des prix sur le marché. La délégation invite les commerçants au respect strict des prix plafonnés par le gouvernement. Nous avons déjà commencé avant le mois de carême par une série d'informations et de sensibilisations ainsi que des consultations avec les opérateurs économiques et les commerçants détaillants. Après, nous avons procédé à l'affichage des prix devant les magasins pour plus de transparence et éviter la spéculation. Il est heureux de constater que le marché est bien approvisionné, bien fourni. Et pour faire face à la forte demande en ces mois bénis de Ramadan. Par rapport aussi aux prix, les prix sont abordables. Partout où la délégation est passée, elle a invité les commerçants à maintenir cet élan de solidarité afin que les fidèles musulmans puissent passer ces mois bénis de Ramadan en toute quiétude. Partons à présent à Gao et à Menaka pour le lancement de l'opération Sunkalo Solidarité. C'est avec nos reporters Aliou Idrissa Maïga et Mohamed Lamine Maïga. Cet appel de la mosquée marque le début de la rupture du jeûne à Gao. Nous sommes à la mosquée Koweït, l'une des plus grandes mosquées de la place. C'est ici que les autorités régionales ont lancé les activités de la rupture collective dénommée Sunkalo Solidarité, une initiative gouvernementale qui vise à soutenir les fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Cette année, il a été décidé d'étendre à toutes les régions du Mali. C'est pour aider les populations. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de cette opération appelée Sunkalo Solidarité. Plusieurs fidèles musulmans vont bénéficier gratuitement de kits de rupture pendant tout le mois de Ramadan sur les sites retenus. Désormais, cette rupture collective aura lieu dans toutes les mosquées, des prières du vendredi jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Des mosquées seront ciblées chaque jour. Pour cette activité, dans chaque mosquée, 150 personnes seront servies en nourriture et boissons. Nous remercions le gouvernement pour ces gestes. Nous sommes très heureux et très satisfaits de cette initiative. Nous ne sommes pas du tout surpris parce que nous avons vu beaucoup d'autres initiatives qui ont été prises avant cette initiative et nous sommes dans une période et un mois béni qui exige ce genre d'action. Rappelons que l'opération Sunkalo Solidarité est à sa deuxième édition. Elle se déroule pour la première fois à Gao. C'est la grande mosquée de Menaka qui a servi de cadre au lancement de cette opération de rupture collective. C'est une initiative que les plus hautes autorités de la
transition, on voulait étendre aux autres régions pour la première fois. Et cette initiative est à saluer et à soutenir. Alors, c'est le Tout-Puissant qui peut exaucer les prières que nous allons faire au courant ce mois béni. La cérémonie de cette opération Sungalo Solidarité a été effectuée dans 2 mosquées de la ville de Meneka. Il faut rappeler que cette opération dure tout le mois de Ramadan. La coordination régionale des chauffeurs et mécaniciens de la région de Tombouctou répare la route nationale 33 avec l'accompagnement du gouvernorat de la région. Cette route qui relie Tombouctou au reste du pays a été fortement impactée par les inondations. Cette action citoyenne a été saluée à la fois par les usagers et les responsables en charge des infrastructures routières. Najim Babassissé, Hassan Aïdara. Le trafic reprend de plus belle sur la RN33, reliant Tombouctou, Goundam et d'autres villes, après quelques jours de travaux menés par la coordination des chauffeurs et mécaniciens, avec l'appui du gouvernorat de Tombouctou et quelques bonnes volontés. La circulation a repris son cours normal. Même les camions de gravier qui ravitaillent la ville en gravier peuvent faire pratiquement des voyages par jour. C'est le moment pour nous de remercier toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés, les commerçants, les entrepreneurs, particulièrement le gouverneur de la région de Tombouctou qui nous a aidés en machine et en une quantité vraiment considérable de carburant, sans quoi on ne pouvait pas faire vraiment ces travaux-là. La portion dont il était question est environ 400 mètres complètement endommagée par les inondations. Cette route est vitale pour la région. Ça permet de rétablir le tronçon et pour pouvoir lier la région de Tombouctou aux autres régions. L'État est en train de prendre toutes les dispositions pour essayer de faire les travaux proprement dits sur le tronçon. Les usagers de ce tronçon pouvaient passer des jours avant de poursuivre la route, par faute des obstacles. Maintenant, on peut aller à Goundam 100% pour aller à Tombouctou une seule journée. On peut faire 2 voyages par jour. Cette route nous a causé beaucoup de dégâts. Je salue tous ceux qui ont œuvré pour sa réparation. Nous sommes très fiers d'être. Au tout début des inondations qui ont conduit à cette situation, les autorités régionales avaient effectué des missions de supervision afin d'évaluer la situation, toutes choses qui ont permis de prendre des dispositions utiles. Tenue des travaux de la 22e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital Hangadumbu Moulay Touré de Gao. Après une journée d'échange, les administrateurs de l'hôpital ont dégagé plus d'1 milliard de francs CFA comme budget prévisionnel pour l'année 2025. C'est ce que nous dit Aliou Idrissa Maïga. Au cours de l'année 2025, l'hôpital Hangadumbu Moulay Touré de Gao a fait face à de nombreux défis. Mais ces défis ont été une opportunité pour la structure sanitaire de la région de cravacher pour accomplir sa mission régalienne qui est la prise en charge des patients. L'information a été donnée lors de la 22e session ordinaire de son conseil d'administration. Nous avons mis en œuvre plusieurs projets qui ont eu un impact positif, que ce soit à travers l'amélioration des équipements médicaux ou la formation continue de notre personnel. Chaque initiative a été pensée dans le but de fournir des soins sûrs et efficaces à nos patients. Le financement des soins, l'attraction et la rétention des talents ainsi que l'optimisation de nos ressources font partie des priorités que nous devons envisager ensemble. Pour l'exercice 2025, le budget prévisionnel de l'hôpital de Gao est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Ensemble, œuvrons dans le sens de la consolidation des acquis et du renforcement des capacités en élargissant le périmètre sur les nouvelles pistes de réflexion en vue d'une meilleure satisfaction de nos populations qui demeure notre objectif. 2 services de l'hôpital de Gao ont été baptisés. Il s'agit de la maternité qui porte désormais le nom d'Attaher Zaka Maïga, chef de sous-délégation CICR Gao, et l'unité d'expertise médico-légale qui porte le nom de Feu Alassane Nkouma Jaoudar. De Gao, partons aux États-Unis. La Commission de la condition de la femme, le
plus grand rassemblement annuel des Nations Unies sur l'égalité des sexes se tient actuellement à New York. Objectif, évaluer les progrès et combler les écarts dans la mise en œuvre des droits des femmes. Le Mali, représenté par une délégation de haut niveau, y porte la voix des femmes et des filles du Sahel confrontées à des défis majeurs en matière d'éducation et de sécurité. Aïssata Ibrahim Maïga depuis New York. La Commission de la condition de la femme, le plus grand rassemblement annuel des Nations Unies consacré à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, se tient actuellement à New York du 11 au 22 mars. Cet événement majeur réunit des délégations du monde entier pour évaluer les progrès réalisés en matière de droits des femmes et identifier les défis restants. Cette année, la Commission se penche particulièrement sur la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing, un cadre historique adopté il y a près de 30 ans. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à raviver ce programme d'action, soulignant son importance dans le pacte pour l'avenir signé par les gouvernements mondiaux en septembre dernier. L'objectif est clair, mobiliser des fonds et des ressources pour soutenir les organisations de femmes, notamment dans les régions touchées par les conflits et les crises. Car malgré les avancées, les inégalités persistent et les femmes et filles restent souvent les premières victimes des situations de fragilité. Parmi les délégations présentes, le Mali est représenté par une forte équipe conduite par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. En plus de son intervention lors du débat général, la ministre présidera jeudi un événement parallèle organisé par la délégation malienne. Le thème, l'accès à l'éducation, l'autonomisation et la participation des femmes et des filles dans un contexte de crise sécuritaire au Sahel, cas du Mali. Un sujet crucial pour un pays confronté à des défis multiples. Lors de cette 69e session, les États membres travaillent à définir des mesures concrètes pour accélérer les progrès. L'objectif est clair, garantir aux femmes et aux filles la pleine jouissance de leurs droits politiques, économiques et sociaux. Les conclusions et recommandations de cette session seront transmises à l'ECOSOC, le Conseil économique et social de l'ONU, pour assurer leur suivi et leur mise en œuvre. Alors que les discussions se poursuivent à New York, une chose est sûre, la route vers l'égalité des sexes reste longue, mais des initiatives comme celle de la Commission de la condition de la femme montrent que la mobilisation internationale est plus que jamais nécessaire. Pour le Mali et les autres pays du Sahel, ces échanges représentent une opportunité unique de partager leur réalité et de trouver des solutions adaptées à leur contexte spécifique. Et ici, au Mali, une nouvelle publication dans les librairies intitulée « Transfert définitif ». L'auteur s'appelle Colonel Assimi Souleymane Dembélé. Dans le livre, l'auteur met en relief l'image des Mali de grand empire avec sa richesse culturelle. Colonel Assimi Souleymane Dembélé nous parle de la gouvernance des différents régimes du président Modibo Keïta à nos jours. Dans cet ouvrage, l'auteur met aussi en relief le sacrifice du peuple pour la paix et la stabilité du Mali avec les efforts des autorités actuelles. D'abord, au Niger, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a présidé à Bangoula, région de Tillabéri, la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement de capacité sur les transactions électroniques, le rôle de l'autorité de certification et la signature électronique, entre autres. Hawa, Maman et Issa, compte rendu. Environ une cinquantaine d'acteurs des différentes institutions de l'État, autorités de régulation, institutions financières, entreprises privées, opérateurs télécoms et autres experts du domaine sont à l'école des transactions électroniques du 11 au 15 mars 2025. Les questions relatives au commerce électronique, aux activités des prestataires de services de confiance, au caractère et règles de la publicité par voie électronique, aux conditions de la validité de l'écrit et de la preuve électronique ainsi qu'aux modalités de certification de la signature électronique seront abordées pendant 5 jours à Bangoula dans la région de Tillabéri. Au nom de toute la population de notre région, nous exprimons notre reconnaissance
à Monsieur le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique pour le choix de notre région pour abriter le présent atelier. L'objectif principal de cet atelier de formation est de faciliter aux parties prenantes une compréhension commune et globale du cadre juridique des transactions électroniques, du rôle de l'autorité de certification électronique des prestataires de services de confiance et des enjeux et avantages de la signature électronique. Il apparaît nécessaire de mettre en place des règles adaptées pour non seulement encadrer le processus de conclusion des contrats sur Internet, mais aussi assurer la protection des contractants des biens et des services. C'est dans ce cadre que le gouvernement, sous la haute impulsion du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État, a adopté un cadre législatif et réglementaire portant sur les transactions électroniques au Niger, en vue de garantir la sécurité juridique et de protéger toutes les personnes qui interviennent dans ce processus. Cette loi portant sur les transactions électroniques dont le décret d'application a été pris en novembre dernier entend assurer la transparence des activités commerciales en ligne. Le président de la Haute Autorité de Protection des Données à caractère personnel, HAPDP, M. Hiro Adamou, a adressé ses remerciements et félicitations au ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique pour la réactualisation de la législation numérique et fait un plaidoyer pour la mise à jour globale des textes de l'environnement juridique. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé mardi à la remise d'un important matériel de travaux publics au ministre en charge de l'agriculture. Ce matériel est destiné à la réhabilitation des barrages pour une production agricole sous maîtrise d'eau. Le chef de l'État a aussi procédé à la remise d'un hôpital mobile ultramoderne de campagne au ministère de la Défense et des anciens combattants. Reportage Achille Kabouri. Du matériel pour développer les infrastructures hydro-agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA, ce matériel composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-engins, 3 camions grues et 5 autobétonnières remis au ministère en charge de l'agriculture par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au profit de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA, et de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonater. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son Excellence le Président du Faso, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins. Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Ce matériel, dont l'ONBA et la Sonater sont bénéficiaires, est destiné à réaliser des travaux d'aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les ressources nécessaires en vue d'accroître la production agricole dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire. La mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et également de l'offensive agro-pastorale 2023-2025 et qui sont en train d'être mis en œuvre dans notre pays et qui ont déjà donné des résultats, mais qui ont également décelé comme enjeu principal la question de la mobilisation d'eau pour faire en sorte d'accroître notre production sous maîtrise totale d'eau. Le geste du chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Il concrétise l'idée d'apporter les soins au front pour une prise en charge rapide et efficace des blessés. Je vous remets officiellement les clés Merci, Excellence. de ces hôpitaux de campagne. Je pense que la tendance, ça sera ça maintenant. Tout à fait. Un hôpital mobile ultramoderne de campagne au profit du ministère de la Défense. Composé de 2 véhicules, cet hôpital de campagne, avec une autonomie de 8 heures, est destiné à la prise en charge diligente des éléments des forces combattantes blessés en opération. Il y a d'abord le véhicule imagerie. Et le véhicule imagerie, il permet de faire tout le diagnostic. Et le diagnostic en passant par le scanner, par la radiographie et par le laboratoire. Le deuxième véhicule, qui est un véhicule salle opératoire, qui est aménagé pour pouvoir faire des opérations chirurgicales. Et il est équipé aussi d'un frigo banque de sang
qui permet de stocker le sang et d'amener sur le terrain pour faire le travail. À côté de la prise en charge médicale des éléments des forces combattantes blessés, cet hôpital mobile de campagne a un impact psychologique sur les soldats au front. Ce dispositif hospitalier est accompagné d'un lot de 80 lits d'hospitalisation pliables. Cet hôpital mobile peut également être déployé pour appuyer un centre hospitalier pour certains soins d'urgence. Un mot sur le sport. Ce mercredi 12 mars, la Confédération africaine de football a tenu sa 14e Assemblée générale extraordinaire au Caire, en Égypte. Lors de cette assemblée, le président sortant, Patrice Motsepe, rempile pour un nouveau mandat de 4 ans. L'Assemblée a également renouvelé le comité exécutif de la CAF qui enregistre la venue de Samuel Eto'o, puis les 6 représentants de la CAF pour le conseil de la FIFA ont été aussi élus. Le point avec Arédjou Matina. Les regards étaient fixés ce mercredi 12 mars sur l'Égypte, plus précisément au Caire, où s'est déroulée la 14e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football. Au niveau de la présidence de l'instance, le président sortant, seul candidat à sa propre succession, a été réélu pour un second mandat de 4 ans. Fort d'un bilan économique qui a redressé les comptes de la Confédération africaine de football, le richissime homme d'affaires sud-africain Patrice Motsepe poursuivra l'agenda du développement du football continental. Cette 14e Assemblée générale extraordinaire a également redessiné le visage de la CAF. De nouveaux membres vont désormais siéger au sein du comité exécutif de l'instance suprême du football africain. Entre autres, Walid Sadi d'Algérie, Wallace John Karia de la Tanzanie, Kurt Okoroko du Ghana, Bestine Kazadi du Congo, Mustafa Raji du Libéria et surtout la légende du football camerounais Samuel Eto'o fils, dont la candidature avait été rejetée dans un premier temps par la CAF avant d'être finalement intégrée sur ordre du tribunal arbitral du sport TAS. Samuel Eto'o, élu sans opposition et par acclamation, incarne désormais le renouveau du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Autre enjeu de cette Assemblée générale extraordinaire, c'était la course pour le poste au Conseil de la FIFA. À l'issue du vote entre 11 candidats pour les 6 places à pourvoir, les désormais représentants de la CAF au Conseil de la FIFA, c'est-à-dire le comité exécutif de l'instance suprême du football mondial, sont Fawzi Lekja du Maroc, Suleiman Hassan Ouabari du Djibouti, Ani Abou Rida d'Égypte, Ahmed Yaya de la Mauritanie, colonel-major Djibrila Ima Amidou Dipele du Niger et Kamizat Ibrahim des Comores. Rappelons que notre compatriote Mamoutou Touré Bavier, non moins président de la Fédération malienne de football, faisait partie des membres de la CAF, assiégé au Conseil de la FIFA, la prestigieuse instance de gouvernance du football mondial. Et avant de refermer ce journal, ce qu'on peut retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la direction des écoles militaires. La direction des écoles militaires a été créée par la loi numéro 8030 du 11 août 2008 avec pour mission de mettre en œuvre la politique de formation au sein des forces armées. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le décret numéro 8-644 PRM du 16 octobre 2008. L'application de ces textes a révélé des insuffisances liées à l'évolution des défis sécuritaires et aux différentes réformes enclenchées au sein des forces armées. Les projets de texte adoptés corrigent ces insuffisances à travers, entre autres, l'organisation de la direction en organe de commandement, en régiment spécial d'instruction des armées et services, ainsi qu'en des structures rattachées, la scission de la sous-direction administration du personnel et finances en sous-direction des ressources humaines et en services administratifs et financiers,
la création d'un comité pédagogique chargé d'évaluer et de vérifier la conformité des programmes d'enseignement. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.